Bienvenue pour cette dernière édition du 7-8 Hebdo de la saison, édition spéciale au cours de laquelle nous reviendrons sur quelques-unes des principales informations que nous avons développées sur cette antenne depuis septembre dernier en compagnie de Jean-Michel Fourgousse. Bonsoir. Bonsoir. Président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, également maire Les Républicains d'Elancourt. Voici les titres. Au cours de la prochaine demi-heure, nous évoquerons entre autres la Ryder Cup à Saint-Quentin en Yvelines. C'était en octobre dernier, bilan de l'événement qui ressemblait surtout à une répétition grandeur nature des Jeux Olympiques 2024, attendus eux aussi sur le territoire de l'agglomération. Les enseignements des européennes de mai dernier sont connus, mais quels seront les impacts sur les campagnes menées lors des municipales? Éléments de réponse à suivre. Et puis, retour également aujourd'hui sur les principaux événements du monde de l'innovation à Saint-Quentin en Yvelines. Nous parlerons automobile, aéronautique, mais aussi éducation. Pour débuter, Jean-Michel Fourgousse, je vous propose d'évoquer la Ryder Cup, compétition de golf par équipe entre les meilleurs Américains, les meilleurs Européens, événement qui a rassemblé quelques 27 000 visiteurs pour assister à la victoire de l'Europe. Première question, est-ce que vous estimez que Saint-Quentin en Yvelines a relevé ce défi sans couac ? Oui, indiscutablement, on était un peu inquiet. Moi, je ne dormais pas toutes les nuits pendant la semaine de la Ryder Cup, mais on était très inquiet. Est-ce que ça allait être équilibré, etc. D'abord, premièrement, économiquement, il y a 235 millions de retombées économiques. Déjà, c'est quand même un sacré succès qu'on avait complètement sous-estimé, d'ailleurs. Effectivement, il y a une étude commandée par la Ryder Cup Europe et soutenue par la Fédération française qui évoque ce chiffre de 235 millions d'euros. Deuxièmement, sur l'attractivité de Saint-Quentin, parce qu'en fait, pour nous qu'on ait des belles entreprises, des beaux projets, il faut être attractif. Aujourd'hui, il y a une compétition même entre les territoires pour être attractif. Bon. Est-ce que Saint-Quentin l'est ? Écoutez, l'effet d'augmentation de la notoriété, quelquefois tout le monde ne connaissait pas Saint-Quentin, je peux vous dire que même aux États-Unis, ma fille était à San Francisco à cette époque-là, et elle voyait le nom de Los Angeles, pardon. Donc c'était assez impressionnant, effectivement, le nom de Saint-Quentin en Yvelines, plus d'1 milliard de fois cité dans la presse. Alors, je veux dire, vous m'auriez dit ça, bon. Troisièmement, ça attractif, voilà, pour ces entreprises, ça augmente la notoriété, bien sûr. En même temps, la fierté d'appartenance, donc du coup à Saint-Quentin, aussi bien des salariés que des habitants de Saint-Quentin. Donc augmenter, vous voyez, la notoriété, la fierté d'appartenance. Donc je dirais qu'on est tous, bien sûr, très contents. Donc c'est une belle réussite. Et en même temps, souvent on me dit, mais quand on voit que vous avez su gérer un événement de cette dimension pour la France, donc on vous propose, voilà. Donc on voit qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent aujourd'hui sur Saint-Quentin qui sont liés, qui ont eu enfin l'effet positif de la Ryder Cup. Ça a donné bien sûr un coup de, je ne sais pas si on avait besoin, ça fonctionnait quand même, mais indiscutablement la valeur ajoutée est nette. Sans bavure. On va parler des Jeux Olympiques puisque ce sera l'Europe a gagné quand même. Et l'Europe a gagné. Il n'y avait pas de Français parmi. Oui, mais enfin bon. Parmi les l'Europe a gagné en parmi France, donc voilà. On va parler dans un instant des Jeux Olympiques. Ce sera le prochain rendez-vous. Est-ce que c'était une répétition ou pas ? On refait un petit point sur cette Ryder Cup avec ce reportage que nous avions diffusé en octobre dernier. Le golf national de Saint-Quentin en Yvelines est entré dans une nouvelle dimension avec cette Ryder Cup 2018. Sa tribune de 6800 places installée au départ du trou numéro 1 a marqué l'histoire de la compétition en devenant la plus grande infrastructure jamais construite pour une Ryder Cup. Des frissons et des frissons. Un vrai stade de sport, un vrai stade de foot, de basket, le stade de France de golf. C'est vraiment impressionnant. C'est grand déjà et c'est grandiose, l'ambiance est géniale, il y a énormément de monde, il y a des Europe qui courent d'un côté, des USA de l'autre et enfin oui c'est grandiose, voilà. On peut pas dire que ça soit pas beau, c'est un grand succès français. Belle tribune ensoleillée, ça veut tout dire, ça reflète un peu la France, la zone du roi soleil, on n'est pas loin de Versailles. Le parcours a également été plébiscité par les supporters et les joueurs des deux camps. Préparé pendant plus de 2 ans avant le début de la compétition pour un coût de 7,5 millions d'euros, il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs au monde. Autant de travail, des années, de sacrifices, le voir que voilà, tout s'est bien passé, l'image que la France a donnée, le goal national a donné au monde entier, c'est splendide, c'est super. Je suis super content, je suis très fier de mes équipes et de que, voilà, comment c'est passé. Le golf national va maintenant retrouver une activité plus classique pendant les prochains mois avant d'organiser une nouvelle compétition planétaire dans 6 ans, les Jeux Olympiques de 2024. Et justement, ces Jeux Olympiques, on va en parler un petit peu. L'organisation se met déjà en place ?
ou pas? Oui, alors je rajouterais que Saint-Quentin a pris paradoxalement une notoriété internationale. Je vous avoue que on est très content, c'était un peu surprenant, mais dites-moi, bon. Donc bien entendu, les JO rajoutés là-dessus, avec 4 sites olympiques, 3 à 4 sites olympiques, on a 3 sites qui sont validés. On attend que le 4e, notamment sur la colline d'Elancourt, le VTT, soit validé. Parce qu'il y a une grande compétition aussi, c'est en interne, parce que Saint-Quentin a du coup beaucoup de sites olympiques, donc il y a toujours des arbitrages, des concurrences. Bon. Mais donc du coup d'ailleurs, du fait, ça remet un petit peu, ça diffère. On n'aura pas la décision définitive avant 2020. Donc on diffère, mais sur les projets qu'on étudiait sur la colline sont différés du coup, parce que s'il y a ou il n'y a pas, bien sûr, le VTT, c'est pas du tout le même projet. Il y a eu une dizaine de projets, pour préciser, qui ont répondu à l'appel que vous aviez lancé, appel à candidature. Il en restait 2. Normalement, le verdict était attendu pour ce mois de juillet. Et puis là, vous nous dites donc que, de par la concurrence, il faudra attendre maintenant 2020 pour savoir si finalement l'épreuve pourra se tenir ou non sur la colline d'Elancourt. Voilà. Mais on se concertera avec tout le monde si, donc c'est bien confirmé, il y a quand même plus d'une chance sur deux, mais enfin, il faut être prudent. À ce moment-là, bien sûr, avec toute la concertation nécessaire à ce projet, en tout cas, voilà, c'est prêt. Il suffit qu'on nous dise quand même si c'est avec le VTT ou sans le VTT. Il restera en tout cas vélo sur piste, notamment le golf aussi, du BMX. Et ça, ce sera organisé sur Saint-Quentin en Yvelines. Il y a aussi des compétitions équestres. Là, ce sera du côté de Versailles. Mais sur Saint-Quentin en Yvelines, notamment pour le vélodrome, vous réfléchissez déjà à l'organisation, à la circulation, au transport, retombées éventuelles. Il y a tout un aménagement qui sera fait. Mais aussi un effet secondaire des JO et de la Ryder Cup. La Ryder Cup, on avait testé un petit peu la sécurité du futur. On travaillait dessus. On a coordonné quand même près de 3000 caméras avec 2 drones, un hélicoptère extrêmement équipé, plus un satellite. Vous savez d'ailleurs que d'un satellite, demain, on verra une pièce de 2 euros. Il faut être conscient que le monde... voilà. Donc, bien entendu, tout cela nous a permis de préparer la sécurité du futur, notamment pour les JO. Et on a obtenu, de la part du gouvernement, l'attribution donc, du commissariat du futur, donc, qui sera dans les 3 ans, qui va pousser à Saint-Quentin pour toute la sécurité de Saint-Quentin, mais notamment des JO et qui arrive en même temps que les JO. Et qui sera installé sur la commune d'Elancourt. Bah oui, parce qu'on a le commissariat le plus obsolète, donc c'est sur Elancourt, mais c'est le gouvernement qui avait déjà attribué ça, donc il y a un moment. Donc voilà, c'est que tout ça est confirmé. Ça, c'est une très bonne nouvelle, par contre, bien sûr. Nous allons continuer à dérouler une partie de l'actualité de cette année avec vous, actualité locale marquée notamment par la multiplication des initiatives pour lutter contre les déserts médicaux. Un tout autre sujet, ainsi un TRAP, par exemple, en novembre dernier, une maison de santé était inaugurée. Reportage. Un pôle médical de 285 mètres carrés réparti sur 3 zones, c'est la nouvelle maison de santé du théâtre de Trappes. Médecins généralistes, sages-femmes, infirmières, ostéopathes, psychologues ou orthophonistes, un projet collectif et un travail collaboratif. Par nos rencontres, par nos échanges, le fait de savoir ce que font les autres, etc., on a une orientation beaucoup plus efficace. Ça doit partir des professionnels, et les professionnels, à partir du moment où ils ont un projet, que ce soit dans une maison de santé ou par une coordination entre eux, mais l'ARS doit être capable de les accompagner. C'est aussi ça le dialogue entre tous les professionnels de santé, médecins, infirmières, ostéopathes, sages-femmes, psychologues, qui permet une prise en charge globale des patients. Et c'est ça que nous voulons encourager. Coût total de cette maison de santé, près d'1 million d'euros avec un financement de l'Agence régionale de santé et de l'URPS à hauteur de 350 000 euros et une subvention de la région Île-de-France de 260 000 euros. Ça correspond à une volonté de la région, de la présidente de la région Valérie Pécresse, de lutter contre les déserts médicaux. Et on est ici dans une ville qui est l'une des plus carencées en termes de médecins généralistes. Et donc naturellement, il est important de soutenir ce type de structure et avec encore une fois un montant très important. Pour la ville de Trappes, classée en zone d'intervention prioritaire par l'ARS, c'est une opportunité d'augmenter l'offre de soins sur la commune. Cette maison de santé qui, je viens de l'apprendre là maintenant, représente 14 praticiens, c'est un pôle essentiel pour notre ville. D'autres pièces vont être aménagées pour pouvoir accueillir de nouveaux spécialistes et des internes en médecine dans cette nouvelle maison de santé. Et depuis, une autre maison de la santé a été officialisée sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux, en lien avec la faculté de médecine et ses étudiants. La santé, une des missions de l'agglomération. Est-ce que ces déserts médicaux, ça vous inquiète? Et quelles initiatives, éventuellement, l'agglomération peut mettre en place? Aider les municipalités, se concerter avec l'ARS, l'Agence régionale de santé? On subit, comme toutes les communes de France, bien sûr, cette désertification qui est extrêmement préoccupante.
pour nous administrer. Bien sûr que nous, à Elancourt, par exemple, alors sur Saint-Quentin, il y a tout un plan qui se met en place, vous en avez cité un certain nombre. Il y en a un à Elancourt aussi, à la Clé de Saint-Pierre, où là, il y a 7 praticiens avec lesquels on a signé il y a un mois. Donc voilà, pour qu'ils aient les meilleures conditions, un peu moins coûteux par rapport à leurs charges, parce qu'effectivement, les médecins ont beaucoup de charges, trop de charges. Je vous rappelle qu'on est le pays qui a le record d'impôts. Il faut d'ailleurs que nos élites comprennent ça. Le talent, c'est pas de créer des impôts, c'est de créer de la richesse. Donc surtout priorité aux gens qui créent de la richesse par rapport aux gens qui créent des règlements administratifs ou des nouvelles taxes ou nouveaux impôts. Donc là, on le voit. En tout cas, c'est idem. Elancourt a donné sa contribution, comme Trappes, comme Montigny, comme d'autres. Voilà. Nous parlions santé, on va parler justement social à présent. Une actualité qui n'a pas touché uniquement le département des Yvelines, l'ensemble du territoire français. C'est le mouvement des Gilets jaunes. Des mobilisations ont eu lieu sur le terrain, des débats ont aussi été organisés lors de la grande concertation qui a suivi. Comment vous avez suivi déjà ce mouvement? Comment vous l'avez analysé, ce mouvement des Gilets jaunes? Et puis ensuite, on passera à votre analyse des réponses qui ont été apportées. Mais déjà sur la contestation qui s'est exprimée. Écoutez, par rapport à ce que je viens de dire sur les impôts, bien sûr, il n'est pas normal que sur près de 200 pays, on soit le premier pays au monde de créer des impôts. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qui a fait ça? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que cette culture de l'impôt, de la taxe? L'État, il doit se réformer, l'État. On le voit à chaque fois, il tape sur les collectivités, qui se réforment lui-même. C'est lui qui produit autant de problèmes. Donc je dirais, donc voilà, il s'agit de mettre ça au centre des débats, je sais pas, pour les municipales aussi, la taxe d'habitation, est-ce qu'on va arrêter de toucher à ça? Voilà, moi je dirais que c'est le principal, certainement, problème qu'on a réglé en France. Il faut réformer ce périmètre de l'État, il faut redonner les compétences, il faut savoir faire travailler les gens qui sont compétents et arrêter les procédures, les règlements, les textes où on n'en peut plus. Enfin, c'est vrai du droit du travail, c'est vrai de toute la réglementation, le droit de l'urbanisme. On ne peut plus rien construire, tout est paralysé. Enfin, il y a trop de paralysie de textes. Voilà. Mettons des opérationnels. Ce pays doit être géré par des opérationnels, pas des théoriciens, pas des procéduriers, pas des voilà. Ce savoir-faire, il a un nom. C'est que la France, c'est nos ingénieurs, c'est nos techniciens, nos chefs d'entreprise, nos investisseurs qui ont fait ce pays. Il faut redonner le pouvoir à ces gens qui ont montré la valeur ajoutée qu'ils apportent au pays. C'est crucial, fondamental. Et les Gilets jaunes, ça a été l'émanation d'une révolte fiscale. Il ne faut pas se leurrer. Quand vous êtes déjà au top et qu'on vous rajoute le coût de l'essence, surtout quand en province où vous faites 10, 20, 50 km, vous imaginez sur un petit pouvoir d'achat, mais bien entendu, plus les amendes dues aux excès de vitesse, etc., sur 80 km. Bien sûr, c'était une révolte fiscale, il ne faut pas se leurrer. Et si on n'en veut pas une nouvelle, il faut changer l'élite qui dirige ce pays, je vous le dis. Soit vous avez mis vos fesses dans une entreprise, vous avez produit des richesses, vous avez produit des nouveaux produits, des nouveaux services qui font la richesse, soit vous vous mettez en retrait et vous laissez vraiment gouverner les gens qui ont une expérience du monde de l'entreprise. C'est fondamental. Ce pays doit faire de la croissance. Si on ne fait pas 2 à 3 points de croissance, mes chers amis, ça va mal se passer en France et on va encore avoir les gilets jaunes. Alors ils seront peut-être roses ou bleus ou jaunes ou j'en sais rien, ou verts. Qui ont été apportées, en tout cas, justement, les premières réponses qui ont été faites par le gouvernement. Mais quelle réponse? Qu'est-ce que c'est que cette mode des politiques de dire il y a des problèmes, il y a une manifestation. Attendez, je sors le chéquier, mais le chéquier, c'est quoi? C'est mon chéquier qui sort, c'est le vôtre. Ils font un chèque de 11 à 17 milliards avec votre argent, alors qu'on est déjà le record de déficit des 28 pays de l'Union européenne. Vous vous rendez compte? On a le plus gros déficit, on est le dernier de la classe en déficit budgétaire, donc la qualité de gestion, c'est le déficit budgétaire. Et on vous dit, il y a des problèmes. Bon, hop, on vous fait un chèque avec quoi? Avec quel argent? On va créer un nouvel impôt, on vous fait un chèque, et on va vous créer un nouvel impôt pour payer le chèque que je vous fais. Mais vous voulez que je vous fasse ça, moi? Non, mais attendez. Donc, il y a un problème, il faut changer cette culture public de la direction de ce pays. C'est plus possible de voir ça. Alors, il faut résoudre les problèmes sans créer de nouvelles dettes ou de nouveaux déficits. Voilà. Ça, c'est prioritaire. Et une confirmation qui a été faite, en tout cas, c'est la suppression de la taxe d'habitation à plus ou moins long terme en fonction des revenus des ménages et des foyers. Taxe d'habitation qui est l'une des sources principales de revenus, si ce n'est la source principale de revenus pour les communes, pour les agglomérations. C'est forcément quelque chose que vous n'avez pas vu du bon œil, même s'il a été prévu, dans un premier temps, en tout cas, d'avoir une compensation sur tout ça. Comment? Avec quel argent? Vous avez déjà un déficit de 82 milliards programmé dans la loi de finances 2019, qui est déjà passé, c'est plus 82 milliards, vous êtes déjà presque à 110 milliards, et on vous dit, je vais vous baisser vos impôts. Mais attendez, est-ce que cette élite peut se retirer de ce pays? On ne veut plus entendre ça. Moi, je veux un type même qui parle moins bien,
C'est pas la peine d'avoir des mots, de jouer la comédie, d'avoir du talent théâtral. On veut des gens qui ont eu des résultats, qui parlent peut-être un peu brut, un peu direct, mais revenons à des gens qui, quand ils vous donnent un chèque, il est provisionné. C'est pas un chèque qui provoque un impôt 15 jours après sur votre compte. Donc voilà, il faut vraiment changer ce mode de raisonnement. C'est urgent. Néanmoins, il y a trop d'impôts, vous l'avez dit. En tout cas, il y a beaucoup de taxes pour les foyers, mais d'un autre côté, il ne faut pas supprimer d'impôts. Quelles seraient les solutions, les leviers alors ? D'abord, c'est de tout mettre sur la croissance. Comment on fait de la croissance ? Est-ce que les gens qui dirigent ce pays ont fait de la croissance du PIB marchand ? Écoutez, 50 ans en Yvelines, c'est pas moi non plus qui fait, mais on a le deuxième PIB par habitant de France après Paris. Regardez comment ça se passe. C'est un mélange de chercheurs sur des secteurs à forte croissance. C'est un mélange d'entreprises, bien sûr, à forte croissance, qui travaillent sur des secteurs à forte croissance, notamment le numérique. Le numérique, c'est le moyen de doubler la croissance française. Eh bien, si on le sait, on met le paquet là-dessus. Il faut simplifier les lois aussi. Il y a un point de croissance à récupérer. Il faut faire des lois compétitives par rapport aux autres pays. Il faut se réconcilier avec le monde aussi. Il faut arrêter que la France s'isole avec des leçons de morale. Je veux dire qu'on n'a pas de leçons de morale à donner. Tous les pays, les grands pays ont à peu près des règles qui sont compréhensibles. Bon, il faut que ce monde, en tout cas, revienne à des valeurs de bon sens. Il y a du talent en France, mais laissons les gens de talent. Et le talent, c'est pas de bien parler. Et faites la différence entre les gens brillants intellectuellement, monsieur le journaliste, et les gens intelligents. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, interrogez plus les gens intelligents que les gens brillants intellectuellement. Franchement, ça va nous donner un peu d'air, un peu de vacances pour nous, les collectivités, qui vivons la baisse des dotations, la ligne 18 qui disparaît, des nouveaux impôts, des nouvelles taxes. Ils font que ça, Bercy. Allez voir ce qu'ils préparent. Les types, ils pensent que c'est l'État, ils pensent encore, ces gars-là, que c'est l'État qui va régler les problèmes qu'on a en France. Ils continuent à alimenter. Ils n'ont rien arrêté, ils n'ont pas compris. Alors que c'est laisser la liberté aux gens qui ont fait leurs preuves, qui ont des compétences réelles, qui sont sur des marchés à forte croissance. C'est eux qui vont nous sortir des difficultés. Alors, puisqu'on parle politique, justement, cette année aussi était marquée par les élections européennes, fin mai, début juin. Et en France, c'est le Rassemblement national qui a totalisé un peu plus de 23%, qui est arrivé premier de ce scrutin, juste devant 1% et quelques de la République en marche, associée au MoDem. L'Union de la droite et du centre n'a obtenu que la 4e place, 8,48%. Ça, c'est au niveau national, un petit peu plus dans les Yvelines. Comment, en tant que républicain, vous avez vécu cet échec ? Et aujourd'hui, vous vous situez où dans votre famille politique ? C'est une baffe pour la gauche et la droite traditionnelle, on ne va pas se le cacher. Simplement, ce qui serait bien, c'est que démolir la démocratie, je ne sais pas si c'est vraiment une valeur ajoutée. On est en train de démolir. Regardez, il n'y a plus d'indépendance entre le judiciaire, l'exécutif et le législatif. C'est le principe de démocratie de vote. Il n'y a plus d'indépendance. Bon. On le voit bien. Attention, alors en même temps on voit aussi de la communication toute la journée. Alors par exemple, pour les européennes, on regarde un peu les élections. Monsieur Macron arrive, bon, il fait 20 millions de voix, il y a 47 millions d'électeurs, il fait 20 millions de voix. Bon, très bien. Aux européennes, il y a une baisse de 25% de la participation, c'est classique, bon, rien à dire là-dessus. Bon. Même si ça a été moins pire lors de ce scrutin qu'auparavant. Il baisse pas de 25%, lui. Il passe de 20 millions de voix, il passe à 5 millions de voix. Donc il divise par 4 son score. Et on vous dit, enfin la presse d'État vous dit, mais c'est formidable, vous vous rendez compte, il a gagné. Il a gagné d'abord, il devait protéger du Front National, c'est le Front National qui arrive premier d'abord. Bon. Mais moi je veux bien parler des choses vraies, mais... La participation est valable pour toutes les formations politiques, c'est aussi vrai pour les républicains. Oui, mais enfin, il n'y a pas de quoi... Quand vous passez, vous êtes le gouvernement, vous êtes le parti de gouvernement, parce que l'Europe, c'est géré par le parti de gouvernement, il faut comprendre ça. Donc, en plus, il fait un face-à-face avec le Front National, et en fait, il passe de 20 millions à 5 millions de voix, et on vous dit, bravo, quel succès, il a sauvé. Bon, alors, écoutez, je regarde les 2 dernières élections partielles. Une dans les Yvelines et une autre dans l'Hérault. Dans les Yvelines, En Marche, donc M. Macron avait fait 81%. Son candidat, là, En Marche, il fait 31%. Dans l'Hérault, idem. Le candidat En Marche, lui, il est carrément éliminé dès le premier tour. Et on termine avec le PS face au Front National. Bon, je dirais que
qu'est-ce que c'est que cette communication? On vous menace quasiment que si vous n'êtes pas avec le président, vous êtes son ennemi. Enfin, je vois Aurore Berger le système de pression, de menace, d'intervention qu'elle fait sur les élus des Yvelines, sur le secteur des Yvelines, et qui est élu à l'agglomération de Saint-Quentin aussi. Ça crée un agacement des élus. Laissons la démocratie tranquille, arrêtons les pressions sur les élus, c'est insupportable. Moi, j'en ai 12, j'ai des échos, je vais vous dire, bon, voilà, que chacun y aille sous ses couleurs. Voilà, maintenant, a priori, il n'y a qu'à voir les 2 premières partielles. On ne peut pas dire qu'il y ait une reproduction. Puis dites-moi, le problème aussi, c'est que si M. Macron se fait sans cesse élire en présentant le Front National, en créant une espèce de repoussoir, ou je ne sais pas ce qu'il veut montrer là-dedans, mais demain, pour les municipales, il faut à ce moment-là qu'il crée 35 000 fois Madame Le Pen pour qu'il puisse retrouver ses scores. Enfin, même ses scores, ils sont divisés par 4. Il y a quand même un sacré problème entre l'image d'En Marche. Il faut que, d'abord qu'il laisse la démocratie fonctionner, qu'il laisse les élus tranquilles, que chacun fasse des listes de compétences. Aujourd'hui, c'est vrai que les étiquettes, on va se le dire, les étiquettes, bon, aujourd'hui, on a besoin de gens qui ont une compétence, une vraie volonté, qui ont une expérience, plus que d'appartenir à un tel. Vous présenterez sans étiquette ? Vous qui êtes candidat sur Elancourt? Non, mais moi, vous savez, est-ce que j'ai besoin à Elancourt d'avoir une étiquette? Ces gens, ils me connaissent depuis. Et sur votre liste, elle sera ouverte, en tout cas pas la République En Marche. Mais il y avait déjà 1 ou 2 personnes sur la liste qui étaient un peu tendance En Marche. Je ne vais pas les virer de ma liste pour ça. C'est plutôt des gens sérieux, c'est tout. Mais il n'y a pas d'étiquette En Marche sur ma liste. Il y a simplement des gens qui ont des origines différentes. Il y a des centristes, il y a 2 En Marche, je crois. Il y a des LR. Il y a des gens sans étiquette qui sont quasiment majoritaires d'ailleurs. Au passage, vous savez, sur les listes municipales, arrêtons de les politiser. Je crois que c'est très différent. Des scrutins nationaux, présidence et législative, c'est une chose. Les municipales, il n'y a pas de corrélation. D'ailleurs, l'exemple que je vous ai cité. Après, il faudra se mettre d'accord au sein de l'agglomération pour gouverner l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, quelles que soient les couleurs politiques. Est-ce que je veux pas dire. Je crois que j'avais entendu dire qu'il y avait des élus de l'agglomération qui avaient effectivement envisagé de prendre quelques élus. Ciblés sur un ou 2, il ne faut pas, on est 75, bon. Et je crois que même, a priori, ils viennent de décider le contraire, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait des jeux de pouvoir, et je pense que les 12 communes ne souhaitent pas jouer avec des jeux de pouvoir, ils sont à peu près. C'est une gouvernance très partagée à Saint-Quentin. Vous avez dû le voir. On a rarement vu dans une période assez calme comme ça de gestion de Saint-Quentin. On a encore eu Standard & Poor's qui nous a d'ailleurs donné la meilleure note, vous le savez. Donc ça se passe bien. Il n'y a pas de demande d'aller jouer avec des jeux de pouvoir, des jeux d'étiquette. On travaille avec la gauche, on travaille avec le centre, on travaille avec la droite. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de volonté. J'ai pas senti dans les 12 communes une volonté de changer quoi que ce soit là-dessus. Il nous reste 4 minutes d'émission. J'aimerais qu'on parle innovation, qu'on parle économie pour conclure. C'est là un point important pour vous, pour votre politique, la politique que vous menez sur Saint-Quentin en Yvelines. Il y a eu plusieurs ouvertures tout au long de cette année, depuis septembre dernier. Un campus de l'automobile du côté de Guyancourt, un campus du numérique aussi, une antenne qui a ouvert. Ça, c'est plus pour la formation pour les enseignants aussi. Là, c'était du côté d'Elancourt, mais il y a plusieurs antennes sur tout le territoire. Et puis, l'innovation, le rendez-vous de l'innovation un petit peu durant lequel Saint-Quentin en Yvelines a brillé, c'est le salon du Bourget récapitulatif avec Nicolas Dandry. Des taxis volant à l'énergie électrique, des avions fonctionnant avec des moteurs hybrides, des innovations présentées sur ce salon du Bourget 2019 par l'équipementier aéronautique français, le groupe Safran, des technologies en évolution permanente. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'Airbus A320 que vous prenez pour aller en vacances sera totalement électrique dans 10 ans. Certainement pas. En revanche, pour des véhicules beaucoup plus petits, dont on entend beaucoup parler, la mobilité à la demande, mais aussi des avions commuteurs ou régionaux de quelques dizaines de passagers, eh bien, les technologies pourraient être prêtes beaucoup plus vite, oui. Le projet du moteur électrique et hybride est développé notamment par Safrantech, basé à Manille-les-Hameaux, un centre de recherche du groupe inauguré en 2015. Alors, on travaille effectivement sur comment rendre un moteur plus électrique pour les avions de transport de passagers. Ces technologies-là permettent des gains de carburant, mais aussi des gains d'efficacité en opération, des coûts de coûts d'usage par l'électrification et l'assistance électrique en fait, du moteur classique.
C'est l'incontournable du salon du Bourget, le Rafale, l'avion de combat de l'armée française Omnirole, développé par Dassault Aviation. Un appareil composé de pièces fabriquées notamment à Saint-Quentin en Yvelines. C'est le cas de cette antenne usinée par le groupe Bowen et sa filiale Jaclot-Pécli en collaboration avec Thales. Ce sont des systèmes de détection, ce qu'on appelle de la guerre électronique, et donc ils permettent de détecter des cibles pour protéger en fait le Rafale et le système d'armes. Nous sommes en pleine croissance. Actuellement, là, en l'espace de 5 ans, Bowen a doublé et nous avons la même perspective pour les 5-10 prochaines années. Au total, près de 60 entreprises aéronautiques sont implantées sur Saint-Quentin en Yvelines pour 14 000 emplois dans le secteur. Voilà pour ce salon du Bourget qui a un peu illustré l'innovation à Saint-Quentin-en-Yvelines. J'aurais pu aussi parler de cybersécurité, l'innovation au cœur de l'action sur Saint-Quentin-en-Yvelines notamment. Écoutez, on a la sécurité du futur, je vous l'ai dit, qui arrive sur Saint-Quentin. On a déjà l'éducation du futur, vous en avez cité à tous les niveaux, du primaire jusqu'au secondaire, jusqu'au supérieur, jusqu'à l'université Paris-Saclay, qui va être le MIT français, qui va être la première université française et celle qui rentre dans le top 20 de Shanghai. Bon, on a bien sûr l'éducation du futur vraiment ici. On a bien sûr les emplois du futur, vous venez de les montrer, de très haute technologie. Il y a une étude qui a été faite, je crois, par l'usine Nouvelle qui montre qu'effectivement Saint-Quentin est la première plus grosse agglomération qui a des emplois de très haute valeur ajoutée, style aéronautique, défense, sécurité et automobile aussi. Alors ce salon, on a même été avec Olivier Dassault, puisqu'on pilote, vous savez, un groupe de 160 parlementaires à l'Assemblée. Donc on était invité aussi au moment où vous étiez député. Absolument, on a été invité par M. Colère, qui est le secrétaire général de l'Élysée, un peu à propos du crédit impôt recherche, puisqu'en fait, c'est vrai que Saint-Quentin, c'est un très beau pôle d'excellence de recherche. Et si on veut maintenir donc ces cerveaux qui sont sur Saint-Quentin et sur Paris-Saclay, il faut protéger le meilleur produit fiscal français, le seul vraiment envié dans le monde entier, qui s'appelle le crédit impôt recherche. Donc, on est allé voir M. Colère, on était reçu avec Olivier Dassault, et puis M. Macron est venu, vous voyez, comme quoi on a des relations avec tout le monde, venu pour nous saluer aussi, voilà. Et donc, on ne doit pas toucher au crédit impôt recherche. C'est une bonne nouvelle, je pense aussi, à pouvoir annoncer pour toutes nos entreprises, tous nos chercheurs, qui sont très, 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 très importants sur Saint-Quentin. Donc, vous voyez, alors vous avez les transports du futur, si vous en avez vu, le taxi, volant, etc. Vous avez les transports, vous avez l'éducation, vous avez l'e-santé qui vient doucement, progressivement. On a beaucoup de dossiers, puisque avec la notoriété qui monte, on voit que de plus en plus, on nous apporte des dossiers. La région joue aussi un rôle très important avec nous, puisqu'on a la région, on a le département et Paris-Saclay qui, en fait, on travaille aussi dans un moule commun avec une très bonne qualité, confiance, je dirais, qui est importante. Donc voilà, Saint-Quentin se porte bien, on ne va pas dire le contraire, à part bien sûr ces baisses de dotation, toutes les communes de France, on les prend aussi, oui, c'est pas bon. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des très beaux projets, vous le savez. Demain, tous les jours, il y a aussi des entreprises qui arrivent. Ça se passe bien pour Saint-Quentin. Je dirais que je vais partir en vacances bientôt. Sereinement. Sereinement. Et nous aurons l'occasion de reparler de tous ces dossiers à la rentrée, de parler politique aussi, puisque vous le savez, l'année prochaine, il y a donc cette échéance des municipales pour 2020. Merci Jean-Michel Fourous de nous avoir accompagnés pour ce dernier 7-8 hebdo de la saison. Passez un très bel été sur TV 78. N'oubliez pas nos replays, nos émissions spéciales, culture, loisirs, sport, mais aussi politique et économie tout au long de l'été. Et puis rendez-vous fin août pour la reprise des directs. À très bientôt.